Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors là on a quand même un film qui est sorti le 7 novembre. Déjà j'aimerais savoir si vous avez vu Frankenstein de Guillermo del Toro, puisque avant d'en parler quand même, je pense pas que je vais spoiler, mais bon, au moins on peut essayer de se comprendre par rapport à ce que je vais dire sur le film. Donc est-ce que vous avez pris le temps de regarder ce Frankenstein de Guillermo del Toro qui est sorti le 7 novembre sur Netflix? J'ai trouvé bien le Frankenstein de del Toro. Ok, ouais, très bien. Pas vu, non, mais tu peux spoil. Non, après, de toute façon, l'histoire elle est connue au final, mais en fait, il n'y a pas vraiment de spoil au final à proprement parler, puisque il n'y a pas vraiment de spoil, c'est une histoire qui se raconte, qui se suit, qui est très intéressante, très mélancolique, qui est très poétique aussi, je trouve, visuellement, en termes de sonorité, de musique. C'est vraiment un beau film dans le sens le plus pur du terme, quoi. Les films Netflix et moi ça fait deux, justement, Amo, je suis un peu pareil que toi, mais là pour le coup, on a Del Toro qui réussit à aller au-delà de ce qu'est l'esthétique Netflix, puisqu'on est vraiment devant un film de Del Toro qui aurait pu sortir au cinéma et qui aurait pu ne pas être estampillé Netflix, puisque là on a vraiment un film qui est assez fabuleux et qui justement dénote de ce que fait d'habitude Netflix visuellement, avec des effets spéciaux pas très bien réussis, avec une colorimétrie qui se ressemble assez souvent. Là, Del Toro a quand même pris le pas sur le truc, je crois qu'on lui a filé 120 millions pour faire le film, donc il s'est fait vachement plaisir. On a l'impression que Del Toro adapte Frankenstein comme Peter Jackson avait adapté King Kong, c'est-à-dire que les deux sont ultra fans de leur matériau, de ce qu'ils ont entre les mains, de l'histoire de base, et ils vont faire un espèce ils vont proposer quelque chose d'assez grandiloquent, d'assez grand spectacle, avec un film de plus de 2 heures, je crois que tu vois, il fait 2h30, en amenant justement toutes les thématiques de ce qu'est l'histoire originale, mais en amenant aussi plus de simplicité, plus d'effets hollywoodiens entre guillemets, avec beaucoup de personnages qui vont interagir assez souvent, avec des décors qui sont ultra bien travaillés. Donc il est vraiment, en ce moment il est vraiment estampillé Netflix comme l'est par exemple David Fincher. C'est presque un enchaînement de tableaux, tant c'est artistiquement beau. Ouais, non, franchement, totalement. Il y a même, ils ont même utilisé le château qui a été utilisé dans le film de Kubrick, Barry Lyndon. On voit le même tableau en fond et tout, donc c'est vraiment des décors somptueux. Enfin, pour le coup, là, c'est assez incroyable. Pour avoir lu le livre, j'ai trouvé que le film était une bonne adaptation. Oui, effectivement, ça après, on peut discuter de l'adaptation. Pour moi, j'essaie toujours de me détacher le plus possible des adaptations quand je les ai lues ou quand je connais le matériau de base, parce que je trouve qu'un film ou une adaptation, justement, n'est pas censé forcément ressembler à 100% au truc. Pour moi, c'est pas un critère de qualité dans un film qui est adapté, donc pour le coup... Mais là, on a un truc, effectivement, avec un casting aussi 5 étoiles. Moi, celui qui m'a vraiment marqué, dans le bon sens du terme, c'est Jacob Elordi, donc qui joue Frankenstein, enfin qui joue le monstre de Frankenstein, excusez-moi, parce que Victor Frankenstein est joué par Oscar Isaac, mais Jacob Elordi, qui fait 1m96, donc qui est parfait pour jouer le monstre, il est vraiment il renvoie une empathie dans le film qui est assez prenante, je trouve, et surtout Del Toro va écrire un monstre, une créature qui est pas forcément effrayante ou qui est pas ultra sanglante, mais qui est justement ultra empathique, très sensible, et on s'attache très rapidement à lui. Je trouve que Jacob Elordi le joue divinement bien dans ce côté-là, justement dans ce côté où on a envie qu'il s'en sorte, on a envie de l'aider. Ce monstre au final, puisque c'est comme ça qu'il est amené à l'écran. Et puis on a cette espèce de design qui est ultra épuré, ultra simpliste, mais qui à la fois est totalement pertinent par rapport à la manière dont est assemblé le monstre. Donc on arrive quand même à facilement, pas forcément s'identifier, même si parfois si, mais à s'attacher au personnage de manière assez instantanée, quoi. Puisqu'en plus on a un personnage qui est soumis à son maître, et on a un maître qui est totalement impatient, qui est violent, qui est pas du tout empathique, au contraire, donc c'est très facile de s'identifier et de s'attacher au monstre de Frankenstein. En même temps, les studios de cinéma prennent moins de risques, donc des mecs comme Scorsese et Del Toro se retrouvent dans les plateformes de streaming. Ouais, heureusement, heureusement qu'il y a des plateformes de streaming on peut les accuser de tout, les plateformes de streaming, mais heureusement qu'il y en a pour justement offrir des films comme ça et offrir aux auteurs l'occasion de pouvoir s'exprimer, quoi. Jacob Elordi, excellent et touchant, ouais, tout à fait. Il dégage une douceur, une humanité, ouais, tout à fait, ouais, il est vraiment incroyable, je trouve. J'aime beaucoup cet acteur. Je l'aimais beaucoup déjà de base dans plein de trucs, dans Euphoria, tout ça, mais là, je trouve qu'il a vraiment monté un cap encore plus avec ce film, et j'espère qu'il fera encore de belles choses. Ouais, le design de la créature est justement pas effrayante, c'est ça que tu dis, tu parles de beauté, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo où on voit la transformation de l'acteur, je vais vous la passer, elle est très rapide, où on voit la transformation de l'acteur. Je trouve ça assez stylé à voir.
Donc on voit que c'est quelque chose quand même qui est pas forcément, qui demande pas beaucoup de travail de minutie incroyable, mais on sent quand même il y a un travail du détail, et surtout l'idée c'est de garder justement effectivement le visage de l'acteur pour lui amener cette sensibilité, quoi. Donc ça marche super bien, vraiment. On humanise vraiment le monstre et ça c'est cool, quoi. Bah en fait je trouve que le monstre est effrayant quand il le faut, attaque du bateau, et empathique quand il le faut. Oui effectivement il y a cette intro avec l'attaque du bateau où effectivement là on est ramené à l'aspect le plus monstrueux de ce qui est censé être le personnage, mais en même temps on comprend vite, malgré tout, parce qu'il crie le nom de son créateur, donc on comprend vite quand même malgré tout dans sa voix, dans son cri, qu'il y a quand même une espèce de, comment dire, de douleur, une espèce d'envie de comprendre, et en même temps, pas forcément de se venger ou d'être bestial, mais vraiment d'avoir envie de comprendre, et on le sent à travers sa voix qu'il est dans l'incompréhension, quoi. Quand il essaie d'attaquer le bateau, tout ça. Et surtout, il attaque pas le premier dans ce truc-là, on lui tire dessus, donc il se défend. La plupart des monstres d'Universal Monsters sont des faux méchants qui sont souvent autant victimes que bourreaux. Oui, effectivement. Oui, il y a un parallèle qui est assez intéressant dans ce truc-là. Salut monsieur, comment vas-tu? J'ai vu pour ton livre, il marche comment? Et félicitations pour le coup. Bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas du tout comment il marche, je t'avoue. J'ai pas forcément de nouvelles. J'aurai des nouvelles dans quelques semaines, peut-être plusieurs mois, mais je me préoccupe pas trop de ça, je vous avoue. Pour moi, mon boulot est fini, là, on est que sur du bonus par rapport au livre. J'ai été content de le sortir, de l'écrire, je suis content qu'il soit disponible partout. Après, s'il fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas bien grave. Mais donc, j'ai pas forcément de nouvelles par rapport à ça, mais le livre est dispo, voilà, si vous intéresse, n'hésitez pas. Oui, il y a un film adaptant Les Hauts de Hurlevent qui sort en février 2027. Si, je crois que j'ai vu passer un truc avec Margot Robbie, ouais. Ouais, je crois que j'ai vu passer, ouais, effectivement. Mais j'ai pas sélectionné le truc, ouais, peut-être, ok. Bah très bien. Bah écoutez, ouais, super, c'est le retour de Margot Robbie, du coup, après quelques années d'absence. Il est bien le livre. Bah écoute, merci Amo, si c'est une affirmation, merci, si c'est une question, je te confirme qu'il est bien. Donc voilà. Je me demande si ça va bien fonctionner en film, je pense qu'il y a du potentiel. Ouais, bah écoutez, à voir, ouais. Bah après, il y a 2 belles têtes d'affiche, donc il y a pas de raison, effectivement. Non, moi, à la limite, ce que je peux reprocher à Frankenstein, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont... on va dire que le film se raconte trop à travers les dialogues, ce qui est un peu dommage par moment où... après, ça, c'est justement, c'est le problème de Netflix, c'est que Netflix, comment dire, c'est une plateforme qui réfléchit ses fictions comme un second écran. C'est-à-dire que la plateforme part du principe que les gens vont être devant leur téléphone et qu'il faut du coup tout expliquer. Donc à partir de là, ils vont surexploiter les dialogues pour que quand t'es sur ton téléphone, en fait, t'entends ce qui se passe et tu perds pas le fil du récit, que ce soit une série ou un film. Là, j'ai l'impression que c'est un peu mis de cette manière-là aussi, parce qu'il y a des moments où c'est quand même très surexpliqué, c'est peut-être le seul défaut que je trouve au film, et c'est un défaut qui est un peu inhérent aux productions Netflix. Là, par exemple, on va en parler tout à l'heure de Stranger Things, mais sur les 4 premiers épisodes, il y a énormément de dialogues, ça parle beaucoup, ça brasse des dialogues à fond, parce qu'effectivement, ils se disent, bah les gens, ils regardent pas forcément, ils sont pas concentrés sur le truc, ils sont avec d'autres trucs à côté, donc... En tout cas, malgré ça, le film est quand même très beau, et je pense qu'à la fin de l'année, enfin là, ouais, dans quelques semaines, quand je vous ferai mon top de l'année en live, du coup, bah je pense qu'il sera dedans, parce que franchement, très beau film, quoi. C'est une affirmation. Bah écoute, merci beaucoup Amo, merci beaucoup. On est complètement d'accord sur le fait qu'on écrit des livres pour se faire plaisir, et si ça marche, tant mieux, mais je pensais que tu avais peut-être des nouvelles. Ouais, bah non, parce que ça fait même pas un mois qu'il est sorti, donc je pense qu'ils attendent un petit peu avant de me filer des nouvelles, mais c'est compliqué d'écrire un livre, parce que, bah, écrire le livre en lui-même, ça fait partie de mon truc, mais en fait, une fois que j'envoie le script et qu'il est validé, en fait, moi, j'ai plus trop mon mot à dire sur ce qui se passe, sur la communication autour du livre, sur la manière dont il le distribue, sur le prix, sur ce que moi je touche dessus. Au final, être auteur de livre, je me suis rendu compte que c'est pas un truc qui est forcément très lucratif, donc dans tous les cas, disons que dis-toi que même s'il se vend bien, je vais pas gagner une somme astronomique, quoi. C'est vraiment assez ridicule, hein, par rapport au prix final du livre, quoi. Mais dans tous les cas, j'ai jamais pensé à ça en l'écrivant, parce que je savais très bien que ça allait pas être un best-seller, le truc, donc je me suis dit, en fait, c'est bien d'avoir l'expérience et d'avoir un objet, au final, à la fin, un truc qui est un peu tangible, quoi. C'est plutôt cool comme expérience, et puis c'est assez sympa de pouvoir dire qu'on a écrit un bouquin et qu'il est sorti, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Je veux dire, ah ouais, non, on n'est pas tous J.K. Rowling, ce qui est pas plus mal, au final, mais c'est un autre débat. Mais ouais, du coup... Effectivement, ouais, quand je vais à Cultura, il est là, genre, c'est cool, quoi, ça fait plaisir, c'est marrant de voir ça, mais... Gros concurrent pour les Oscars, Frankenstein. Alors c'est très drôle que tu dis ça, parce qu'il y a un certain James Cameron qui est pas très content de Netflix et des Oscars, mais on va en parler après, parce que ça fait partie des infos également de ce mois de novembre.